J'ai été hospitalisé pour épuisement, et pas une seule personne de ma famille ne s'est présentée. Pas une seule visite, pas même un coup de fil, juste un texto de mon frère, et « Tu peux toujours payer ma mensualité de voiture ?» Et c'était tout. C'est à ce moment précis que j'ai arrêté de prétendre que j'avais une famille. J'ai fait quelque chose, et quelques jours plus tard, mon père m'a appelé, paniqué. Ce qu'il a dit ensuite, je ne l'oublierai jamais, mais laissez-moi faire un pas en arrière. Bonjour, je m'appelle Aaron. J'ai 29 ans, je vis en Oregon, et je suis orthophoniste dans une école publique. Ce qui signifie essentiellement que je passe toute ma journée entouré d'enfants qui toussent, de piles de papier et de parents qui soit tout savent, soit ne se présentent pas du tout. Et non, les enfants ne toussent pas à cause de problèmes d'élocution. C'est l'automne, il fait froid, la moitié de la classe est malade. Je partage une pièce avec l'infirmière de l'école, donc il y a toujours quelqu'un qui renifle à 3 cm de mon visage. Après l'école, j'écris des plans de cours et j'essaie de ne pas m'endormir la tête la première dans un bol de nouilles au micro-ondes. Donc, lorsque je dis que j'ai fini à l'hôpital à cause d'un épuisement professionnel, je ne le dis pas comme une métaphore. Je me suis littéralement effondré dans le couloir au travail en accompagnant un enfant de 5 ans à une thérapie de groupe. Une minute j'étais debout, la suivante, j'étais par terre, regardant une infirmière hocher la tête et dire « Chérie, si tu ne t'arrêtes pas, ton corps s'arrêtera pour toi. » Épuisement professionnel? Stress aigu? Déshydratation? Privation de sommeil? Appelez ça comme vous voulez. Ce n'était pas dramatique, c'était juste moi portant le peignoir d'hôpital de quelqu'un d'autre, sentant le bouillon, les mains tremblantes, regardant mon téléphone les yeux larmoyants, et réalisant que personne ne m'avait contacté. Pas d'appel manqué, pas de texto ni de ma mère, ni de mon père, certainement pas de mon frère, Josh. Je leur avais même envoyé un texto des urgences. Je l'avais gardé léger, et, juste pour vous informer, je suis à l'hôpital. Je me suis effondré à l'école. Ok, on m'a mis sous perfusion. Juste fatigué. Je vous aime. C'est tout. Pas de drame. Je pensais que quelqu'un appellerait, ou au moins écrirait, « Accroche-toi ». Le chat de groupe est resté silencieux, comme une gare routière abandonnée la nuit. 3 heures plus tard, mon téléphone a vibré. J'ai eu un peu d'espoir. Peut-être maman? Peut-être papa? Non. Juste Josh, un seul emoji visage triste, puis, tu peux toujours payer la voiture? Non, vas-tu bien? Non, ça a l'air effrayant. Juste la voiture. Comme si mon effondrement en public était un petit problème dans son cycle de facturation mensuelle. C'est là que ça m'a frappé, froid et rapide, comme si quelqu'un m'avait ouvert les côtes et laissé entrer le vent. Je n'étais pas une sœur, j'étais un plan de paiement avec un pouls. Le truc, c'est que vous savez quand on vous utilise, mais tant que vous ne le dites pas à haute voix, ou que vous ne vous l'avouez pas à vous-même, vous pouvez toujours faire semblant. J'avais fait semblant, et maintenant j'étais là, allongé, le sac de perfusion bien éveillé à ça. J'en avais fini d'être celle qui est fiable, celle qui est forte, celle qui tient tout ensemble. J'en avais fini d'être la source. Plus tard, l'infirmière est revenue et a demandé « Comment est votre douleur ?» Physiquement, peut-être un 3 sur 10. Émotionnellement, quelque part autour de « brûler tout ». Elle est partie. J'ai regardé le plafond et j'ai commencé à faire mentalement le compte de tout ce que j'avais annulé l'année dernière, le week-end à la plage avec mes amis, Josh avait besoin d'aide pour le loyer, les nouveaux pneus pour ma voiture, reportés, maman a appelé ça une autre urgence financière familiale, le deuxième emploi que j'avais pris le week-end, pour aider à couvrir leur hypothèque. Je travaille le week-end dans un magasin de jouets du centre commercial. En décembre. Si vous n'avez jamais été derrière une caisse pendant que des enfants déchaînés crient et que les parents se disputent pour une réduction de 3 $, laissez-moi vous dire que ce n'est pas relaxant. C'est un effondrement émotionnel au ralenti. Pas une seule fois je ne me suis arrêté pour me demander, pourquoi suis-je la seule à avoir 2 emplois? Josh a 20 ans, il est physiquement en bonne santé, émotionnellement stable, si vous ne comptez pas son addiction à Fortnite et son aversion totale pour l'emploi. Il a abandonné ses études supérieures en 2e année, disant que ce n'était pas son chemin. Maman et papa ont simplement acquiescé comme, bien sûr, va te trouver. Quand j'avais son âge, je travaillais à plein temps tout en finissant mes études supérieures. Mais bon, il a besoin de temps pour découvrir son propre chemin. Maman ne travaille plus depuis une dizaine d'années, elle dit qu'elle a une sensibilité émotionnelle au lieu de travail toxique. Papa prend des petits boulots occasionnels,
mais passe surtout son temps dans le garage à réparer des problèmes imaginaires et à se lamenter sur la chute de la société. Ils ne sont pas handicapés, ils ne sont pas retraités, ils m'ont simplement délégué la vie. Et je les ai laissés faire, parce que je pensais que c'est ce que les bonnes filles font. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé mon studio, petit canapé, réfrigérateur qui ronronne comme un moteur d'avion, armoire pleine de nouilles instantanées. Ils savaient que j'étais à l'hôpital, ils s'en fichaient. J'ai passé 3 jours à l'hôpital, simplement allongé, et pour la première fois depuis des années, j'ai commencé à me sentir à nouveau comme une personne mentalement, physiquement. Pas de préparation de cours, pas de crise de colère, pas d'enfants de 5 ans léchant le tapis pendant que j'essaie d'expliquer ce qu'est une syllabe. Pas de pression constante de leurs parents non plus. C'était comme si quelqu'un avait coupé le courant, et j'ai finalement arrêté de trembler. Le 4e jour, une infirmière est entrée avec mes papiers de sortie. Elle m'a fait ce sourire doux et fatigué que j'avais appris à reconnaître et a dit « Essayez de vous reposer. » Pas de travail pendant au moins une semaine. Ordonnance du médecin. J'ai hoché la tête. Je ne lui ai pas dit que j'avais déjà reçu un courriel de mon 2e emploi me demandant des explications sur un quart de travail manqué, ou que je m'inquiétais toujours de savoir si je pourrais payer les médicaments qu'il m'avait donnés. Pendant ces 3 jours, mon téléphone s'est allumé avec 11 messages de ma famille. Pas un seul ne disait « Comment vas-tu » ou « Nous sommes inquiets ». Juste des rappels. Ça commence par « Papa, n'oublie pas l'hypothèque ». Et quelques heures plus tard, une facture est arrivée, due pour vendredi, de maman, il y a un joli pull en solde. Peux-tu m'envoyer 50 $? Et le lendemain, tu te souviens où tu as acheté ce mixeur? Le nôtre est cassé. Peux-tu envoyer un lien? De Josh, une demande Venmo qui disait « Merci, sœur ». Et un emoji qui rit. Puis un autre, maman a dit « Tu ne réponds pas, ça va? Envoie juste si tu es occupé. » Et quelques autres autocollants, des mèmes de vrais mèmes. Ils savaient que j'étais à l'hôpital, et les seules choses auxquelles ils pouvaient penser pour me faire passer un message étaient les factures, les mixeurs et les pulls, plus un emoji visage triste. Je n'ai pas pleuré, j'ai ri aux éclats dans le couloir, un de ces rires secs et craquelants qui commencent au plus profond de votre poitrine et qui sonnent presque dément. L'infirmière s'est retournée pour regarder. Je l'ai fait signe de partir. Je n'ai pas répondu par texto, je n'ai pas appelé, je n'ai pas essayé d'expliquer ou de discuter. Au lieu de cela, j'ai ouvert l'application Notes sur mon téléphone et j'ai tapé une phrase « Ils ne m'aiment pas, ils dépendent de moi ». Puis je me suis blotti sur le matelas d'hôpital raide et j'ai pleuré. Peut-être par épuisement, peut-être par ce chagrin aigu et lancinant que vous ne ressentez que lorsque vous réalisez quelque chose que vous avez espéré toute votre vie, comme une famille qui vous aime vraiment n'existe tout simplement pas, et n'a jamais existé. C'est à ce moment-là que j'ai pris une décision. Je suis rentré à la maison épuisé, les yeux cernés, un sac d'ordonnances à la main, et une longue liste du médecin de choses que je ne devais absolument pas faire. Le réfrigérateur ronronnait comme une vieille machine à laver. D'habitude, ça me rend folle, mais ce soir-là, le bruit faible et régulier était en fait réconfortant, parce qu'il était à moi, et contrairement à tout le reste, il ne voulait rien de moi. Mon téléphone, par contre, n'arrêtait pas de vibrer, messages, factures, rappels comme d'habitude. J'ai fait du café, je me suis assise près de la fenêtre, et pour la première fois depuis ce qui me semblait une éternité, je me suis juste assise. Je n'ai rien fait. Enfin, pas rien. Mon esprit n'arrêtait pas de tourner. J'ai commencé à penser à quelque chose que ma mère m'a dit quand j'avais 10 ans. Josh s'était réveillé en pleurant au milieu de la nuit. Maman est entrée dans ma chambre et a dit « Aaron, chérie, sois une chérie et berce-le un peu. Maman a une migraine, mais tu es la plus grande. Tu peux le faire. » Je me souviens m'être senti étrangement flatté. J'étais la plus grande. Je pouvais gérer ça. Cette phrase est restée, elle est devenue la bande-son de mon enfance. À 11 ans, c'était moi qui mettais Josh au lit tous les soirs. Mes parents allaient faire un tour au magasin ou prendre un dîner rapide, ce qui parfois se transformait en minuit. Josh criait pour maman, je le tenais dans mon pyjama, pleurant silencieusement tout en essayant de le calmer. Mais j'étais la plus grande, non? Je m'en chargerais. À 13 ans, je le prenais à la garderie, je le ramenais à la maison, je lui préparais des macaronis au fromage parce que maman était trop épuisée et que le cerveau de papa était frit par le travail. Josh n'avait pas encore de devoirs, mais je devais lui lire. C'est bon pour le développement, disait-il. Aider. Mais aider est quelque chose que vous pouvez refuser,
et je n'ai jamais eu cette option. Si je disais, j'ai des devoirs, il disait, tes devoirs peuvent attendre. Josh a besoin de toi. Il ne nous a que nous. Mais d'une manière ou d'une autre, j'ai toujours fait partie de ce « nous », jamais l'enfant qui avait aussi besoin de soins. Je me souviens avoir 14 ans, invité à l'anniversaire d'une amie au bowling, pizza. J'étais tellement excité, mes parents ont même dit oui. Puis ce matin-là, maman a dit, regarde Josh, il a de la fièvre. Tu ne me laisserais pas seul avec un enfant malade, n'est-ce pas? Et comme ça, je suis resté à la maison. Plus tard, j'ai regardé les photos d'anniversaire apparaître en ligne pendant que Josh me criait dessus parce que la soupe était trop chaude. Ce n'était pas sa faute, il n'était qu'un enfant. Mais moi aussi. Personne ne semblait le remarquer. Essayant de me vider la tête, j'ai commencé à nettoyer mon appartement, à désencombrer, et j'ai trouvé cette vieille boîte de choses d'enfance, photos, dessins, quelques petites choses que j'avais gardées. Une photo m'a arrêté net, moi, à 10 ans, agenouillé sur le sol de la cuisine avec un chiffon à la main. Je me souviens de ce jour précis. Maman a dit que des invités arrivaient, Josh faisait la sieste, donc je ne pouvais pas passer l'aspirateur, tu vas le réveiller. Papa était dans le garage, et je frottais les sols en chaussettes, les mains à vif. Tu es la plus grande, tu comprends. À un moment donné, j'ai même demandé, pourquoi Josh n'aide-t-il pas à nettoyer? Maman a cligné des yeux et a dit, c'est un garçon, et il est plus jeune. Tu ne comprends pas ça? Des années plus tard, lorsque Josh a abandonné ses études supérieures, j'ai payé le reste de ses frais de résidence. Je leur ai dit que c'était la dernière fois. Un mois plus tard, maman a envoyé un texto, il veut suivre un cours de design, ça coûte seulement 300 $. Tu pourrais. Et oui, j'ai payé ça aussi. Je continuais à me dire que c'était temporaire, que mes parents étaient juste fatigués, qu'ils avaient du mal à vivre, qu'ils avaient besoin de soutien, que si je tenais tout ensemble assez longtemps, si je continuais à être serviable, altruiste et gentille, un jour ils diraient enfin, nous sommes fiers de toi. Ils ne l'ont jamais fait. Ce que j'ai eu à la place, tu travailles à nouveau. Tu es si forte. Tu as de la stabilité, nous non. Les choses te viennent facilement, Josh a plus de mal parfois. J'ai essayé de laisser entendre que j'étais fatigué, que ça devenait trop, mais à chaque fois, la conversation se transformait en même culpabilisation prévisible, et alors? Tu vas juste nous abandonner maintenant? Tu es dramatique, ingrate. C'est ce que tu es. Nous t'avons élevé, et maintenant tu ne peux même pas aider. Alors je me taisais, je suivais les ordres, je continuais à travailler jusqu'à l'hôpital. Allongé là, branché à une perfusion, j'ai réalisé quelque chose que je ne m'étais pas permis d'admettre depuis des années, je n'avais pas apporté tout ça. J'ai sorti un cahier et j'ai commencé à écrire, juste pour ne pas oublier combien je leur envoyais chaque mois, quelles factures j'avais payées, quelles choses j'avais achetées, combien de fois j'avais dit non à moi-même, à ma vie, à mes besoins juste pour les garder à l'aise. Au moment où j'ai fini cette liste, ça m'a frappé, j'aurais pu vivre dans un appartement convenable, j'aurais pu prendre de vraies vacances, j'aurais pu, je ne sais pas, vivre comme un être humain. Au lieu de cela, j'ai tout donné, et la seule chose que j'ai eue en retour, c'est, peux-tu envoyer un peu plus? Pas cette fois. J'en avais fini de faire semblant qu'ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, j'en avais fini de les laisser me vider comme un distributeur automatique sans fond, et j'en avais certainement fini de payer la foutue voiture de Josh. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. J'ai finalement décroché, 23 messages non lus. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai commencé à lire. Je n'avais pas répondu, donc le ton changeait rapidement. Au début, il faisait semblant d'être inquiet. Maman a écrit, « Chérie, comment vas-tu? Je suis inquiète. S'il te plaît, envoie-moi un texto. » Presque doux, presque réel. Quelques heures plus tard, on a reçu la facture d'électricité. Peux-tu envoyer le paiement avant vendredi, sinon on aura des frais. Il y avait de l'amour maternel sur 2 textos. Josh, comme d'habitude, est passé en mode drame complet, Aaron? Bonjour? Tu es en vie? Puis, juste après, si tu mourais, pourrais-tu quand même payer ma mensualité de voiture? Oh, et puis, non sérieusement, j'en ai besoin pour après-demain. Environ une demi-heure plus tard, un court message irrité de papa, Aaron, où es-tu? Ta mère est inquiète. Tu n'as pas un peu de décence? J'ai arrêté de lire après ça, je devais protéger ma santé mentale. J'ai éteint mon téléphone et j'ai essayé de dormir. Ça ne s'est pas bien passé.
Mes pensées m'ont empêché de dormir, lourdes, tournant en rond. Je me suis réveillé avec une migraine et les yeux comme du papier de verre. J'ai juste regardé l'écran noir de mon téléphone, assis silencieusement toute la nuit. Finalement, je l'ai allumé, au cas où quelque chose serait urgent. Il a sonné immédiatement fort et exigeant. Je n'ai pas répondu. Quelques secondes se sont écoulées, il a sonné encore, et encore, et encore. Il ne s'était pas préoccupé de moi quand j'étais dans un vrai hôpital, il ne s'était pas préoccupé quand j'avais envoyé un texto, je suis sous 4 perfusions, mais maintenant que je me taisais, maintenant qu'il paniquait parce que le silence était dangereux. Le silence signifiait un risque, le silence signifiait que la source pourrait enfin s'assécher. Les appels ont commencé à alterner avec les textos. Le dernier de papa disait, « Aaron, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu ne réponds pas? Tu n'as pas oublié l'hypothèque, n'est-ce pas? Elle est du jeudi. » Et c'est à ce moment-là que j'ai enfin fait ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Je me suis assise et j'ai envoyé un texto à papa, court et précis, je ne peux pas aider ce mois-ci. J'ai mes propres dépenses. 30 secondes plus tard, puis le silence. Long, lourd silence. Et puis, boum. Le déluge. Qu'est-ce que tu veux dire par tu ne peux pas? C'est juste un virement. Tu sais combien les choses sont difficiles pour nous. Tu abandonnes ta famille. On comptait sur toi. Eh bien, égoïste? Tu ne te souviens pas de tout ce qu'on a fait pour toi. J'ai lu chacun d'eux et j'ai senti quelque chose durcir en moi, comme si j'avais été de l'argile molle pendant des années malléable, chaude, serviable et soudain j'étais du béton, piqué, incassable. Je n'ai pas pleuré plus. Je savais juste que je n'étais plus à leur laisse. J'ai tapé une dernière réponse, je ne vous dois rien, et j'ai appuyé sur envoyer. Puis j'ai éteint mon téléphone. Pas de drame, pas d'explosion, juste éteint. J'ai pris mon manteau et je suis sorti. Pas de plan, pas de destination, juste de l'air. Finalement, je me suis retrouvé dans un petit magasin Home Good près de mon appartement, un de ces endroits que je traversais toujours en pensant, plus tard, après le jour de paix, après avoir payé leurs factures, après que Josh ait trouvé sa voie, après. Mais cette fois, pas plus tard. J'ai pris une grande tasse en céramique vert foncé, à parois épaisses, avec un bord doré, lourde dans mes mains. Je l'ai vue, et j'ai pensé, je mérite de boire dans une bonne tasse. Pas une tasse ébréchée de la cuisine de mes parents, pas un cadeau d'une conférence. Une vraie tasse, pour moi, parce que je la veux. Puis je suis entré dans un magasin de bijoux. De simples boucles d'oreilles en argent, pas de pierres précieuses, pas de flash, juste des lignes nettes. Je les ai mises, et pour la première fois depuis longtemps, je me suis senti jolie, pas pour quelqu'un d'autre, juste pour moi. Ce n'était pas de la thérapie par le commerce de détail, ce n'était pas du shopping de vengeance, c'était un retour à moi-même. À mon retour, j'ai rallumé mon téléphone. Je me sentais enfin prête à regarder les nouveaux messages, 22 appels manqués, 8 messages vocaux, courriels, culpabilisants, menaces, blagues qui n'étaient pas drôles, pression déguisée en préoccupation. Papa, tu n'as aucune idée de ce que ça nous fait. Maman, je pensais que tu étais meilleur que ça. Je me suis trompé. Josh n'a envoyé qu'un seul message, waouh, sérieusement? Tu nous coupes vraiment? Je me suis assise à la table de la cuisine, j'ai sorti mon cahier, et je l'ai ouvert à cette page, celle avec tous les chiffres, tout ce que j'avais payé, quand, pourquoi, et pour qui, l'hypothèque de mes parents, les services publics, l'assurance, la voiture de Josh, ses cours en ligne, les cadeaux de Noël, les dîners, leurs urgences. J'ai tout recompté. Au cours des 3 dernières années, j'aurais pu acheter une voiture d'occasion ou verser un acompte sur une maison qui m'appartient. Et puis, en bas de la liste, j'ai écrit, à partir de ce mois-ci, 0, gros point final, en gras. Puis j'ai expiré. Après tous ces appels et messages que j'ai ignorés, il y a eu enfin le silence pendant 2 jours entiers. Mon téléphone n'a pas vibré une seule fois. Pas de rappel de facture, pas de texto passif-agressif, pas de spam d'autocollant dans le chat de groupe familial, juste la paix. Et honnêtement, c'était glorieux. J'ai même commencé à me demander, peut-être qu'ils ont compris. Peut-être qu'ils ont enfin compris. Peut-être qu'ils me laissaient de l'espace. Ouais, c'est ça. Le 3e jour, mon père a appelé. Il n'appelle jamais, d'habitude, ce sont juste des textos rapides, sans fioriture. Mais cette fois, ça a sonné. Je n'ai pas décroché. 10 secondes plus tard,
un message est apparu, décroche. Urgent. Maman ne va pas bien. Mon estomac s'est noué. Le téléphone a sonné à nouveau. J'ai répondu. Aaron, enfin, a-t-il dit, la voix tremblante. Je ne sais pas comment te le dire, ta mère a eu un mauvais épisode ce matin. On a appelé une ambulance. Le médecin a dit que c'était lié au stress. Sa tension artérielle a grimpé, son cœur, elle pouvait à peine respirer. On était terrifiés. Il est resté silencieux. C'est à cause de toi, a-t-il ajouté plus doucement. Elle était tellement inquiète, tu as disparu, tu ne répondais pas, on ne savait pas ce qui se passait. Elle pensait t'avoir perdu, que tu nous avais quittés, on t'aime tellement. Je voulais dire, où étiez-vous quand j'étais à l'hôpital? Mais il ne m'a pas donné la chance. Elle ne va toujours pas bien, a-t-il murmuré. Elle est pâle, elle dit que sa poitrine lui fait mal. Je ne sais pas si tu veux la voir vivante, s'il te plaît, viens, dis-lui que tu n'es pas en colère, dis-lui que tu n'es pas parti. Puis il a raccroché. J'ai laissé tomber le téléphone sur le lit et j'ai commencé à enfiler des vêtements. Ma tête tournait. Cette phrase résonnait dans mes oreilles, si tu veux la voir vivante. Maman avait toujours été la fragile, toujours quelque chose, tension artérielle, migraine, symptômes mystérieux. Et je l'ai toujours cru. Et si cette fois, c'est réel? Hôpital. Maison. Je n'ai pas demandé, j'ai juste conduit. Ils m'ont rencontré à la porte, papa l'a ouverte lui-même, comme s'il attendait. Maman était au lit, dans une chambre sombre avec les rideaux tirés. Ça sentait le médicament et quelque chose d'aigre. Elle avait l'air fatiguée, petite, comme si elle avait traversé quelque chose. À peine parlant. Josh était assis au bord du lit, silencieux, sérieux, jouant le rôle du fils attentionné. Maman a levé les yeux et a murmuré, « Aaron, je suis tellement contente que tu sois venu. » Je me suis assis à côté d'elle et j'ai pris sa main. Mes yeux brûlaient. Quoi qu'il arrive, elle est toujours ma mère, et elle avait l'air d'avoir vraiment vécu quelque chose. Elle a murmuré, « J'ai eu tellement peur, j'ai rêvé que tu nous quittais. » Je n'ai rien dit. Je suis désolée si on a été injuste envers toi, a-t-elle dit. Ce n'était pas par méchanceté, on t'aime tellement, quand tu as cessé de répondre, c'était terrifiant, tout semblait si plausible, trop plausible. J'ai commencé à remettre tout en question. Peut-être que j'avais surréagi. Pendant les quelques jours suivants, je suis venu tous les soirs, j'ai aidé à la maison, j'ai fait les courses. Maman est restée au lit, et tout le monde parlait à voix basse. Parfois, elle se levait, mais pas longtemps, elle disait qu'elle avait des vertiges. Je lui ai acheté une nouvelle couverture douce et grise, comme un nuage, quelque chose de confortable, quelque chose d'agréable. Puis je lui ai commandé des pantoufles moelleuses. Je voulais prendre soin d'elle, faire quelque chose de gentil. Personne n'a parlé d'argent, mais maman a mentionné, sans insister, les nouveaux médicaments sont chers, l'assurance ne couvre pas tout, mais ça va, on va s'en sortir. J'ai envoyé $120 pour les médicaments. Papa a dit, merci. Espérons qu'elle ira mieux bientôt. Quelques jours plus tard, la machine à laver est tombée en panne. Maman a dit, à peine au-dessus d'un murmure, je ne sais pas comment on va faire la lessive maintenant. Alors j'ai envoyé $400 pour une nouvelle. Comme ça, j'étais de retour dans mon ancien rôle au serviable, disponible. Tout semblait presque normal à nouveau, juste plus silencieux, plus tendu. Puis un soir, alors que je faisais la vaisselle dans leur cuisine, je n'ai plus pu me retenir. Pourquoi n'êtes-vous pas venu quand j'étais à l'hôpital? Ai-je demandé. Vous n'avez même pas envoyé de texto. J'ai attendu. Maman a baissé les yeux, n'a rien dit. Papa est entré dans la pièce. Je me suis foulé la cheville, a-t-il dit. Vraiment grave. Je ne pouvais pas marcher, et ta mère ne pouvait pas me laisser seule. On était inquiets. Vraiment. C'était juste la situation. Tu comprends, non? Oui, j'ai compris. J'avais compris toute ma vie. Et le lendemain, tout s'est effondré. Je me suis arrêté à la boulangerie près de mon appartement pour prendre des petits pains. En sortant, j'ai rencontré Madame Parker, la voisine du dessus de mes parents. Maman avait l'habitude de discuter avec elle tout le temps. Elle m'a souri, comme toujours, a commencé à faire la conversation. Je lui ai souri en retour, j'ai hoché la tête poliment. Puis elle a demandé, alors, comment va ta mère? Elle va mieux, ai-je dit,
avec un léger sourire. Elle a levé un sourcil. Oh, était-elle malade? Je me suis figé. J'espère que ce n'était rien de grave, a-t-elle poursuivi avant que je puisse répondre. C'est drôle, je l'ai vue vendredi dernier. Elle avait l'air superbe, toute brillante et joyeuse. On s'est croisés près du rayon maquillage. Je lui ai demandé si elle avait une occasion spéciale, et elle a juste ri et a dit, enfin une journée de congé pour moi. Vendredi? J'ai demandé. Soir? Oui, vers 18h. L'endroit était bondé. Vendredi, le même vendredi où elle aurait eu un épisode grave, le jour où je me suis précipité chez elle et me suis assise près de son lit pendant qu'elle se serrait la poitrine et murmurait comme si elle était sur son lit de mort faible, à peine parlant. Je suis parti vers 17h. Quoi? Elle s'est levée, s'est changée et est allée faire du shopping? En une journée? J'ai conduit directement chez mes parents. Peut-être que Madame Parker s'est trompée de jour? Peut-être qu'elle a confondu ma mère avec quelqu'un d'autre? Peut-être que c'était juste une coïncidence. Il n'aurait pas pu faire quelque chose d'aussi bas, d'aussi manipulateur. Je suis arrivé comme d'habitude, je n'ai rien dit, j'ai fait comme si tout allait bien. Ce soir-là, alors que je rangeais la vaisselle dans la cuisine, j'ai entendu Josh parler au téléphone dans sa chambre. Ouf, ça a été chaud. J'ai vraiment cru qu'elle allait nous couper les vivres, a-t-il ri. Mais non, elle est revenue. Maman aurait dû faire du théâtre sérieusement, même moi, je l'ai cru. On a réussi comme dans un film. Je me suis arrêté, je me suis juste tenu là dans le couloir, écoutant mon frère, le même que j'ai bercé dans mes bras quand il était bébé, se moquer de moi, riant de la facilité avec laquelle il m'avait ramené. Poisson mort. Tous complices, une mise en scène, un piège. Moi, de retour dans mon rôle habituel, pourvoyeuse, réparatrice, la bonne fille au porte-monnaie ouvert. Josh a dû sentir mon regard, il s'est retourné et m'a vu debout dans le couloir. Son visage s'est rougi. Aaron, a-t-il marmonné. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai regardé, je n'ai rien dit. Il n'y avait plus rien à dire. Je suis passé devant lui, j'ai pris mon sac, j'ai enfilé mon manteau. Dis à maman et papa, ai-je dit calmement, qu'ils ont vraiment bien joué. Excellent travail. Puis j'ai ouvert la porte et je suis parti. Dehors, il faisait glacial, venteux, peut-être même qu'il pleuvait. Je ne m'en souviens pas, je n'ai rien senti. Je ne pleurais pas. Quelque chose en moi s'était enfin tu, quelque chose d'autre s'était enfin réveillé. Cela fait 6 mois. J'ai un nouvel appartement maintenant petit, mais il a des fenêtres qui donnent sur le parc. Le matin, j'entends les oiseaux, le soir, je sens l'odeur du café frais de la boulangerie en bas. Parfois, je me réveille et je n'arrive pas à placer ce que je ressens, cette étrange légèreté, ce calme, même la respiration. Puis je me souviens, c'est la paix. Je ne dois plus rien à personne. Je vis ma vie. Je ne travaille pas le week-end, j'ai de nouveau des hobbies. Je lis de vrais livres maintenant, pas de feuilles de travail, pas de guide de thérapie, de vrais romans. Je me suis inscrite à une piscine, je me suis acheté un nouveau canapé, pas parce qu'il était en solde, mais parce qu'il était doux et beau. Pour Noël, je suis allé à Seattle, juste parce que je le voulais. Je n'ai plus de famille, mais je me suis moi-même. Et il s'avère que c'est plus que suffisant. J'ai aussi des amis maintenant, les vrais, ceux qui ne m'ont pas jugé, ne m'ont pas fait culpabiliser, ne m'ont pas dit, eh bien, peut-être que c'est plus compliqué que ça. On boit du café ensemble, on s'envoie des textos le soir, parfois on reste en silence, et ça suffit. Ils ne demandent rien, ne manipulent pas, ne comptent pas les points. Et ma famille? Eh bien, disons que la coupure de l'approvisionnement en argent a déclenché une légère apocalypse. Josh, pauvre chose, a dû dire au revoir à sa voiture, la banque l'a saisie lorsqu'elle s'est rendue compte qu'il n'avait ni emploi ni cerveau. Il n'a toujours pas trouvé son chemin, soit dit en passant. Les projets indépendants de mon père ont disparu comme par magie, il s'avère qu'il passait juste son temps à regarder YouTube dans le garage. Je suppose que l'univers en a finalement eu assez de prétendre que ça comptait comme du travail. Et ma mère? Elle a fait un retour courageux après son sabbatique de 10 ans pour être trop sensible sur le plan émotionnel pour les environnements de bureau et s'est rendue au bureau de l'emploi. À ma connaissance, elle est toujours à la recherche d'un emploi qui lui permette de dormir et d'être entourée de personnes gentilles seulement. Ils ont dû vendre la maison, ils ne pouvaient pas se permettre le prêt hypothécaire. Maintenant,
Ils vivent tous ensemble dans un petit appartement d'une chambre de l'autre côté de la ville. On dit qu'ils parlent encore de ma trahison à dîner. S'excuser? Bien sûr que non, cela nécessiterait une conscience de soi. Il est beaucoup plus facile de me peindre comme la fille ingrate qui a détruit leur petit arrangement confortable. Ils ont même essayé de rallier la famille élargie, ils ont lancé leur petite campagne de relations publiques, courriels, appels, histoire de larmes dramatiques, elle a abandonné sa mère, qui est presque morte de chagrin. Après tout ce qu'on a fait pour elle. Je pensais qu'Aaron était la responsable. Il s'avère qu'elle est juste égoïste. J'ai reçu des textos et des appels de cousins avec qui je n'avais pas parlé depuis des années, de grandes-tantes, de parents au hasard qui se souvenaient à peine de mon anniversaire. Comment as-tu pu faire ça à ta mère? As-tu vraiment abandonné tes parents comme ça? J'ai toujours pensé que tu étais la plus mature. Je suppose qu'on avait tort. Chaque message était comme une petite écharpe sous ma peau. D'abord, je les ai ignorés, puis je me suis énervé, pas une colère de crise de nerfs, pas une colère de publication de textes en ligne, une colère stratégique. J'ai ouvert Google Drive, j'ai créé un dossier, je l'ai nommé, pour tous ceux qui sont inquiets. À l'intérieur, j'ai téléchargé mes relevés bancaires des 3 dernières années, des captures d'écran de virements à maman, à papa, à Josh, des captures d'écran de textos, maman disant, tu ne veux pas qu'on reste dans le noir, n'est-ce pas? Josh suppliant, si tu n'aides pas, je vais être expulsé. Papa me rappelant, le prêt hypothécaire est dû bientôt. J'ai ajouté un fichier spécial, un message de ma mère me remerciant de couvrir le cours de thérapie de Josh, qui s'est avéré être un abonnement à une plateforme de jeux en ligne. Puis j'ai envoyé le dossier à tous ceux qui m'ont attaqué. Pas de drame, pas d'insulte, juste une phrase qui disait, avant de juger, voici un aperçu de ce qui se passait dans les coulisses. Certaines personnes se sont excusées, d'autres ont disparu, quelques-unes ont redoublé d'efforts avec le classique, mais ce sont tes parents, tu ne peux pas simplement t'éloigner de ta famille. Oui, eh bien, il s'avère que la famille n'est pas les gens qui t'ont mis au monde, ce sont les gens qui ne te traitent pas comme une batterie humaine pour leur vie. Je ne suis pas amer, je ne suis pas brisé, je guéris. Parce que parfois, la seule façon de devenir soi-même est de se libérer du rôle dans lequel ils t'ont enfermé enfant. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Qu'en pensez-vous? Ai-je bien fait? Faites-le moi savoir dans les commentaires, et abonnez-vous si vous aimez les histoires comme celle-ci.